Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. Alors j'ai envie de commencer cette émission par quelques chiffres clés sur les femmes ingénieures aujourd'hui en France, en commençant par le lycée d'abord. En classe de terminale scientifique, 45% des élèves sont des jeunes femmes, une quasi-parité donc qui se perd très rapidement dans le supérieur. Ainsi, en école d'ingénieur, des formations de haut niveau scientifique, on ne retrouve plus que 30% d'étudiantes. Et parmi les ingénieurs en poste aujourd'hui, seuls 22% sont des femmes. Alors dans cette émission, nous allons vous démontrer que les femmes ont leur place dans des carrières scientifiques de haut niveau. Et pour en parler, je reçois Aline Aubertin, directrice des achats chez General Electric Healthcare, mais également présidente de l'association Femmes Ingénieurs. Bonjour Aline Aubertin. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau de C'est quoi un ingénieur et d'accepter de répondre à nos questions. Alors avec vous, on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce qu'est une ingénieure et ce que peut être le quotidien d'une ingénieure. Et on va commencer par revenir sur votre formation. Quand vous étiez au lycée, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre une école d'ingénieur? Vous êtes diplômé de CPE Lyon. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette voie? Presque un petit peu le hasard, en fait, comme beaucoup de filles ingénieures, ou comme beaucoup d'étudiants, d'ailleurs tout court, comme beaucoup de lycéens. C'est pas toujours facile de trouver sa voie. Moi, j'avais un profil très équilibré. J'étais moyenne à peu près dans toutes les matières. Et finalement, j'y réfléchissais en venant. Je pourrais presque dire qu'au bac, j'ai eu des meilleures notes dans les matières littéraires que dans les matières scientifiques. Alors, c'est paradoxal. Et donc, pour faire court, je me suis trouvée en avançant, en faisant mes premiers stages dans l'entreprise, en allant au... Et ça, quand j'ai démarré mes études, bien sûr. Et j'avais un vrai goût pour le monde scientifique. Et finalement, quand j'ai enfin compris que la clé pour travailler dans un environnement technique et scientifique, c'était d'avoir la formation adéquate et qu'ensuite on pouvait faire un peu n'importe quel métier, j'ai trouvé ma voie. Alors votre voie, vous l'avez trouvée à CPE Lyon, je le disais, c'est une école d'ingénieurs plutôt spécialisée en chimie. Qu'est-ce que vous retenez de ces années d'études que vous avez passées là-bas ? Alors, dans une école d'ingénieurs, finalement, on acquiert évidemment des compétences techniques, mais au-delà de ça, elles sont toujours à visée très applicative et à visée très concrète. Je connais bien aussi le monde universitaire, ça a beaucoup changé depuis, mais c'était à mon époque ce qui distinguait le monde universitaire du monde de l'ingénieur. Chez l'ingénieur, on est très orienté sur l'application numérique, pour utiliser un langage qu'on connaît bien quand on est en école. Et je me souviens de mon prof de génie chimique qui disait: si l'application numérique est fausse, je compte 0 à l'exercice, parce que quand vous aurez fait exploser l'usine, vous ne direz pas à votre patron que vous vous êtes trompé dans l'application numérique. Donc voilà, c'est une première chose qu'on apprend. Et puis ensuite, on apprend des choses qui sont communes à toutes les écoles d'ingénieurs et qui sont liées au fait qu'on est tous formés par des ingénieurs-chercheurs. Donc ça va depuis faire un benchmark, regarder la réalité avant de démarrer. Ça va depuis être capable de faire une analyse exhaustive puis une synthèse, faire des pilotes, donc des essais, des expériences, faire de l'analyse de risque, travailler en équipe. Enfin, la liste pourrait être longue, mais finalement, au bout de X années, peut-être bien 30 ans d'ailleurs, voilà. Ce qui reste de ma formation de départ, c'est plus tant la formation technique, mais c'est les compétences, la capacité à apprendre et une conformation d'esprit. Alors, après votre diplôme d'ingénieur plutôt en chimie, vous vous êtes orienté sur un poste d'ingénieur vente. C'est quoi une ingénieure vente? Parce que ça sonne un petit peu commercial, et pour une ingénieure, on se dit, tiens, travailler dans les ventes, c'est pas très technique ça. Voilà, alors on n'y pense pas beaucoup, mais il y a un bon quart des ingénieurs qui exercent des fonctions auxquelles on ne penserait pas pouvoir trouver une ingénieure, donc des fonctions qui n'ont pas une connotation technique évidente. C'est un peu une spécificité d'ailleurs de la France, où la formation d'ingénieur conduit à tout type de métier. C'est un peu moins vrai dans d'autres pays où un ingénieur, c'est quelqu'un qui fait de l'ingénierie la plupart du temps. Chez nous, c'est très exhaustif, et en fait, il y a tout un tas de domaines techniques où on ne peut pas exercer soit des carrières marketing, soit des carrière vente, si on n'a pas la compétence technique de base. C'est extrêmement simple, sinon on ne comprend pas son client en fait. Il vous parle un langage qu'on est incapable de comprendre, et moi j'ai beaucoup travaillé, avant d'être dans la santé, ce que je suis aujourd'hui chez JLK, j'ai beaucoup travaillé dans les biotechnologies, donc des domaines extrêmement pointus techniquement, et j'avais besoin de ce background technique pour être en capacité de comprendre tout simplement le produit que j'étais en train de vendre, donc j'étais en train de marketer. Alors aujourd'hui, vous le disiez, vous êtes directrice des achats chez General Electric Medical System. En quoi va consister ce poste? En quoi consiste ce poste au quotidien? Alors, mes équipes gèrent les fournisseurs de pièces détachées dont on a besoin pour assurer la maintenance des équipements qui sont vendus par General Electric.
Donc tout le monde connaît les équipements biomédicaux, hein, ça va de l'IRM au scanner, en passant par l'échographe, le mammographe ou tout simplement la table de radiologie. Ce sont des investissements lourds pour les hôpitaux et pour les cliniques, donc des gros investissements. Et c'est inconcevable de ne pas être en capacité de les maintenir et de continuer à les utiliser pendant une période de temps suffisamment importante. Ça paraît simple, mais nos équipements sont de plus en plus technologiques. Il y a de l'électronique partout. Donc regardez la durée de vie de votre ordinateur, la durée de vie de votre téléphone. On est face à ces mêmes problématiques. Donc vous acceptez de changer votre ordinateur ou votre téléphone tous les 3 ou 5 ans. Quelqu'un qui a mis 800 000 à 1,5 million dans un équipement biomédical, on ne va pas pouvoir lui dire au bout de 3 à 5 ans, désolé, la technologie a évolué et on n'a plus de pièces détachées, changez donc votre équipement. Ça ne marche pas. Donc finalement, mes équipes, elles ont deux grands rôles. Le premier, c'est d'assurer la continuité de la disponibilité des pièces détachées dont on a besoin partout dans le monde pour maintenir les équipements biomédicaux. Pour vous redonner un ordre de grandeur, ça représente plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires pour General Electric. Donc c'est un gros enjeu. Des sommes conséquentes. Voilà, c'est un gros enjeu business. Et l'autre volet, c'est bien sûr de faire ça à moindre coût. C'est-à-dire surtout à un coût acceptable pour les hôpitaux qui ont à payer cette maintenance, pour faire très court. Alors très concrètement, très rapidement, au quotidien, ça ressemble à quoi votre métier? Est-ce que vous voyagez beaucoup de réunions aussi, j'imagine? Alors je voyage finalement de moins en moins parce qu'on est à l'ère des nouvelles technologies, donc on fait beaucoup de téléconférences, beaucoup de vidéoconférences, on est beaucoup sur Skype, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire finalement sans se déplacer, puis on fait venir nos fournisseurs plutôt que d'aller les voir, ça nous coûte moins cher. Et oui, je me déplace un peu quand même, bien sûr. Donc concrètement, mes matinées, elles sont consacrées à la lecture des mails qui sont arrivés pendant la nuit, puisque j'ai un poste global, donc un poste mondial. Donc quand j'arrive le matin, il y a tout le travail des Américains de la fin de journée qui est dans ma boîte mail. C'est des moments aussi où j'ai quand même un peu plus de temps pour me concentrer, parce que justement, je suis très tournée vers les États-Unis, donc ils dorment encore, donc j'ai un peu de respiration. J'en profite aussi pour caser tout le travail donc de réflexion, tout le travail de réflexion stratégique, toutes les réunions avec l'Asie et avec l'Europe. Donc planification le matin et l'après-midi. Et l'après-midi, il est souvent passé devant mon ordinateur, le casque sur les oreilles, depuis 13 heures, parce que les Américains commencent à travailler à 6 heures du matin jusqu'à pratiquement 20 heures. Et là, je suis beaucoup en réunion à distance. Donc une journée remplie. Oui. Alors en parallèle de ce quotidien déjà très chargé, vous êtes présidente de l'association Femmes Ingénieurs. Très rapidement, en quoi consiste cette association? Alors cette association, elle a deux grands objectifs. Le premier, c'est de faire la promotion des métiers d'ingénieur auprès des filles dans le monde de l'éducation. Et on fait, pour donner un ordre d'idée, à peu près une intervention par jour en milieu scolaire. Et le deuxième objectif, c'est faire la promotion des ingénieurs dans le monde du travail et dans les conseils d'administration. Donc promouvoir cette filière, Oui. j'imagine beaucoup de temps. Quel message vous auriez justement envie de transmettre à des jeunes femmes qui n'osent peut-être pas se lancer dans ces carrières scientifiques? Quel message vous avez envie de leur passer? J'aurais envie de leur dire d'oser, de bien se renseigner sur tout l'éventail des possibilités des métiers. Dans une entreprise comme la mienne, chez JLSK, il y a des ingénieurs à tous les postes. Il y a des ingénieurs en finance, il y a des ingénieurs en RH. C'est pas là forcément qu'on les trouve le plus, mais c'est possible. On peut aller d'un métier à l'autre. Donc c'est beaucoup de métiers possibles, beaucoup de variétés, la possibilité de changer de métier plusieurs fois dans sa carrière, pas de monotonie, la possibilité d'équilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle. J'insiste parce que souvent on croit l'inverse. Moi j'ai des collègues qui par exemple ont choisi de travailler en production quand elles avaient des enfants en bas âge, parce qu'en production les horaires sont fixes et on les connaît, donc on n'a pas de mauvaise surprise. De réfléchir au fait que c'est des carrières qui vont leur permettre d'avoir des revenus relativement confortables. C'est aussi important pour concilier vie personnelle et vie perso et pro, pardon. De penser que de toute façon, elles vont se former tout au long de leur carrière, donc elles pourront rebondir. De penser aussi que cette formation de base, c'est la clé d'entrée dans le monde technique et technologique. Et pour finir, de penser que les entreprises cherchent désespérément des femmes ingénieurs. On ne manque pas d'ingénieurs en France, mais on manque d'ingénieurs ES. Et donc, il y a une grosse demande. Donc moi, quand je vois des filles s'entasser dans des filières où on sait qu'il n'y a pas d'emploi, alors que je sais que chez les ingénieurs, il y a quasiment le plein emploi, on est à 5% de taux de chômage, c'est rien du tout, ça vaut le plein emploi. Donc le message à toutes les jeunes femmes, lancez-vous, allez-y. Et ça sera le message de conclusion de cette émission. Merci beaucoup Aline Aubertin d'être passée par le plateau de C'est quoi une ingénieure. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro. Je vous propose de retrouver cette émission sur demain.fr et mcetv.fr. Toutes les infos sur Femmes Ingénieures, c'est femmes-ingénieures.com. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission ici même.